Dans l'Europe médiévale, alors que l'aube se levait sur les campagnes, le son des engrenages en bois s'éveillant dans un grincement résonnait dans les vallées brumeuses. D'innombrables cours d'eau faisaient tourner des roues à aube, dont le clapotis rythmé témoignait de l'ingéniosité humaine exploitant la puissance de la nature. Les cloches des cathédrales sonnaient à travers les villes, où des horloges mécaniques mesurèrent les heures avec précision, tandis que dans les ateliers et les forges, d'imposants marteaux actionnés par l'eau courante frappaient le métal en un rythme infatigable. Ce n'était pas un monde primitif tâtonnant dans l'obscurité. Le Moyen Âge, qui s'étend approximativement du 5e au 15e siècle, fut le théâtre d'un remarquable essor d'innovations technologiques, une transformation si profonde que les historiens parlent aujourd'hui d'une révolution industrielle médiévale. Pourtant, ces réalisations restent largement oubliées, éclipsées par des mythes tenaces sur les prétendus âges sombres. Les ingénieurs et artisans de l'Europe médiévale ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont bâti la première grande civilisation à ne pas dépendre principalement de la force musculaire humaine, et ils l'ont fait entièrement sans électricité. Dans cette exploration, vous découvrirez 12 technologies oubliées qui ont animé la vie médiévale, transformé les économies et jeté les bases de notre monde moderne. Nous révélerons comment les roues à aube et les moulins à vent ont créé une révolution industrielle entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Vous apprendrez comment la charrue lourde et l'assolement triennal ont doublé les rendements agricoles, permettant la croissance démographique et l'urbanisation. Nous lèverons le voile sur l'ingénieux mécanisme d'échappement qui a révolutionné la mesure du temps et changé le rapport de l'humanité au temps lui-même. En chemin, nous examinerons les grues à roues qui ont soulevé d'énormes pierres pour construire les cathédrales gothiques élancées, les trébuchets qui ont transformé la guerre de siège et la presse à imprimer qui a démocratisé le savoir, de la boussole magnétique qui a ouvert les mers aux lunettes qui ont prolongé les années productives des érudits, des mécanismes industriels hydrauliques à la chimie sophistiquée du vitrail. Chaque innovation raconte une histoire de la créativité humaine œuvrant dans les limites de la nature. Ce qui se dévoile n'est pas le récit d'une limitation technologique, mais celui d'une réussite remarquable. Des ingénieurs médiévaux résolvant des problèmes complexes avec une ingéniosité mécanique, laissant un héritage qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Imaginez le paysage européen autour de l'an 1000. Pendant des siècles, les civilisations avaient dépendu presque exclusivement de la force musculaire humaine et animale pour moudre le grain, alimenter les forges et actionner les machines de la vie quotidienne. Mais alors que le nouveau millénaire s'annonçait, une transformation commença qui allait modifier fondamentalement la relation entre les humains et l'énergie. Des rivières qui coulaient depuis des éons devinrent soudainement des sources d'énergie mécanique, leur courant canalisé et contrôlé pour faire tourner d'immenses roues qui ne se fatiguaient jamais, ne dormaient jamais et n'exigeaient jamais de repos. C'était l'aube de la révolution industrielle médiévale, et elle commença avec une technologie héritée de la Rome antique mais déployée à une échelle sans précédent. Le moulin à eau. La roue à aube elle-même se déclinait en deux conceptions principales, chacune adaptée à des conditions géographiques différentes et servant des objectifs divers. La roue en dessous, positionnée de sorte que l'eau courante frappe ses palettes inférieures, tirait sa puissance de la force du courant poussant contre les pales. Bien que plus simple à construire, cette conception s'avéra moins efficace, en particulier lorsque le niveau de l'eau baissait pendant les saisons sèches. La roue en dessus représentait une approche plus sophistiquée. L'eau était dirigée par des canaux ou des conduites soigneusement construits pour tomber sur la roue par le haut, combinant la force de la chute d'eau avec l'énergie gravitationnelle. Cette conception extrayait bien plus de puissance du même débit d'eau, ce qui en faisait le choix privilégié partout où le terrain et les ressources permettaient sa construction. Les deux types partageaient une innovation fondamentale. Ils convertissaient le mouvement linéaire de l'eau courante en un mouvement de rotation, qui pouvait ensuite entraîner des meules, des marteaux, des scies et d'innombrables autres mécanismes. Dès le XIe siècle, la construction de moulins à eau s'accéléra de façon spectaculaire dans toute l'Europe occidentale. Ce qui avait commencé principalement comme des installations de mouture de grains s'étendit bientôt à un large éventail d'applications qui allaient transformer l'industrie médiévale. Les soufflets de forge, auparavant actionnés par un travail manuel épuisant, recevaient désormais un apport d'air continu grâce à des mécanismes hydrauliques, permettant des températures plus élevées et un meilleur travail du métal.
Les scieries entraînées par des roues à aubes pouvaient transformer le bois bien plus efficacement que les alternatives à propulsion humaine. Dans la production textile, les moulins à foulon utilisaient l'énergie hydraulique pour nettoyer et épaissir le drap de laine, un processus que nous examinerons plus en détail sous peu. Les exploitations minières employaient des roues à aubes pour broyer le minerai, pomper l'eau des puits profonds et actionner des mécanismes de levage. Même la production de papier, cet élément crucial pour l'alphabétisation et la tenue de registres, dépendait de marteaux hydrauliques pour pulvériser les chiffons en pâte. La prolifération se produisit avec une rapidité remarquable. En l'espace de 2 siècles après l'expansion initiale du XIe siècle, pratiquement toutes les rivières et tous les cours d'eau disponibles à travers l'Europe avaient été exploités pour la production d'énergie. Cette adoption généralisée remodela fondamentalement les schémas d'implantation, les villes et les industries se regroupant près de sources d'eau fiables, créant de nouvelles géographies économiques qui allaient persister pendant des siècles. Tandis que l'eau fournissait une énergie fiable partout où les rivières coulaient librement, les ingénieurs médiévaux reconnurent qu'une autre force élémentaire attendait d'être exploitée. Le vent, bien que plus variable et imprévisible que l'eau courante, soufflait sur de vastes plaines et régions côtières, où les rivières étaient de rares ou lentes. Le moulin à vent apparut comme le complément de l'énergie hydraulique, étendant la révolution mécanique à des régions que l'eau seule ne pouvait industrialiser. L'histoire du moulin à vent révèle des schémas fascinants de transmission technologique entre les cultures, alors que des innovations développées en Perse voyagèrent vers l'ouest, subissant une profonde transformation entre les mains des Européens. Le moulin à vent horizontal, avec sa roue à voile parallèle au sol, apparut pour la première fois en Perse au cours du IXe siècle. Ces premiers moulins persans desservirent des régions agricoles où le vent soufflait de manière constante depuis des directions prévisibles, leur conception simple, ne nécessitant aucun mécanisme pour orienter le moulin face au vent. Mais lorsque la technologie du moulin à vent atteignit le nord-ouest de l'Europe au XIIe siècle, elle subit une refonte radicale. Les ingénieurs européens développèrent le moulin à vent vertical, ainsi nommé parce que ses ailes tournaient dans un plan vertical, fendant le vent comme la roue à aubes d'un navire fend l'eau. Cette conception offrait des avantages significatifs, captant le vent de n'importe quelle direction et générant plus de puissance à partir de la même vitesse de vent. La technologie apparut d'abord dans un triangle géographique englobant le nord de la France, l'est de l'Angleterre et les Flandres, précisément les régions où l'énergie hydraulique seule s'avérait insuffisante pour les demandes industrielles croissantes. Derrière ces innovations européennes se cachèrent des connaissances cruciales, préservées et développées par les érudits islamiques pendant des siècles où une grande partie du savoir classique s'était estompée en Occident. Les frères Banu Moussa, 3 savants persans travaillant à Bagdad au IXe siècle, documentèrent plus de 100 dispositifs ingénieux dans leur livre des dispositifs ingénieux, y compris des fontaines automatiques, des bassins à remplissage automatique et des systèmes de contrôle à rétroaction sophistiqués qui anticipaient de plusieurs siècles les principes de l'ingénierie moderne. Al-Jazari, travaillant au XIIe siècle, conçut et construisit quelques 50 dispositifs mécaniques, allant des pompes volumétriques aux premiers automates que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des robots primitifs. Ces ingénieurs islamiques préservèrent le savoir mécanique grec, y ajoutèrent leurs propres innovations et créèrent un corpus de sagesse pratique en ingénierie qui se diffusa progressivement dans l'Europe médiévale, par le biais des contacts commerciaux, des croisades et des échanges savants dans des lieux comme l'Espagne islamique et la Sicile. À la fin du Moyen Âge, des milliers de moulins à vent parsemaient le paysage européen, leurs grandes ailes tournant dans la brise, moulant le grain, pompant l'eau et alimentant des processus industriels. Combinées aux moulins à eau et complétées par la force animale si nécessaire, ces technologies réalisèrent quelque chose d'historiquement sans précédent. Comme l'ont noté les chroniqueurs du Low-Tech Magazine, l'Europe médiévale devint la première grande civilisation à ne pas être mue par la force musculaire humaine. Plus remarquable encore, cette révolution industrielle fonctionnait entièrement à l'énergie renouvelable, l'énergie cinétique de l'eau courante et de l'air en mouvement, sans cesse renouvelée par le cycle de l'eau et la circulation atmosphérique. Les meuniers et ingénieurs médiévaux avaient dû créer une base industrielle durable, qui allait persister jusqu'à ce que le charbon et la vapeur la remplacent des siècles plus tard. Les implications sociales s'avérèrent tout aussi profondes. Les propriétaires de moulins devinrent des figures importantes dans les hiérarchies communautaires, contrôlant l'accès à des services essentiels.
Les litiges concernant les droits d'eau et les privilèges des moulins remplissaient les archives judiciaires, révélant comment ces technologies remodelaient les relations de pouvoir. Le rôle du meunier dans la société médiévale, moulant le grain de la communauté, détenant souvent des privilèges de monopole accordés par les seigneurs locaux, le rendait à la fois essentiel et parfois mal vu, une figure de pouvoir économique sujette aux soupçons populaires de pratiques malhonnêtes. Avec la production d'énergie révolutionnée, la société médiévale possédait l'énergie nécessaire pour animer les processus industriels. Mais une croissance durable exigeait des avancées tout aussi fondamentales dans la production alimentaire. Tout au long du Haut Moyen Âge, l'agriculture européenne avait lutté contre des contraintes de productivité héritées de la pratique romaine. L'araire méditerranéen léger, adéquat pour les sols minces et secs du sud de l'Europe, s'avérait terriblement insuffisant face aux sols lourds, humides et riches en argile des vallées fluviales du nord de l'Europe. Ces terres fertiles recelaient un potentiel énorme, mais libérer ce potentiel nécessitait des innovations technologiques spécifiquement adaptées aux conditions nordiques. La solution émergea progressivement d'Europe de l'Est, se propageant vers l'Ouest au cours des 8e et 9e siècles, la charrue lourde, connue en latin sous le nom de caruca. La caruca représentait bien plus qu'un simple agrandissement des modèles de charrues antérieures. Son pouvoir de transformation résidait dans plusieurs innovations intégrées fonctionnant de concert. Un coutre en fer à l'avant coupait profondément la terre, créant un sillon bien plus profond que ce que les outils précédents pouvaient y réaliser. Derrière le coutre, un versoir, une surface en bois incurvée, soulevait la terre et la retournait sur le côté, retournant le sol plutôt que de simplement gratter sa surface. Cette action de retournement enterrait les mauvaises herbes, ramenait à la surface les nutriments des couches plus profondes du sol et améliorait le drainage dans les champs gorgés d'eau. L'ensemble de l'appareil était si grand et si lourd qu'il nécessitait des roues pour sa mobilité et plusieurs attelages de bœufs, souvent de 4 à 8 animaux, pour le tirer à travers un sol résistant. L'investissement requis pour un tel équipement était considérable, dépassant les moyens des familles paysannes individuelles, ce qui encouragea l'agriculture coopérative et influença le développement de l'organisation villageoise médiévale. Autour de l'an 1000, une autre innovation cruciale atteignit l'Europe, le collier d'épaule, inventé des siècles plus tôt en Chine et transmis vers l'ouest à travers l'Asie centrale. Les harnais précédents placèrent des sangles sur la gorge des chevaux, restreignant leur respiration et limitant sévèrement les charges qu'ils pouvaient tirer. Le nouveau collier reposait sur les épaules du cheval, permettant à l'animal de respirer librement, tout en tirant et augmentant considérablement sa capacité de traction. Combiné à l'invention à peu près contemporaine des fers à cheval cloués, qui protégeaient les sabots et offraient une meilleure adhérence, le collier d'épaule rendit les chevaux viables comme animaux de trait. Les chevaux se déplaçaient plus vite que les bœufs, permettant aux agriculteurs de travailler plus de terre dans le même temps. Bien que les chevaux coûtassent plus cher à l'achat et à l'alimentation, nécessitant de l'avoine plutôt que de simplement paître dans des pâturages pauvres comme les bœufs, les gains de productivité à long terme justifiaient l'investissement pour de nombreux agriculteurs médiévaux. Le choix entre la puissance du cheval et celle du bœuf devint un calcul économique important, variant selon la région, les types de cultures et les ressources disponibles. Pourtant, ces innovations techniques dans le labour n'auraient eu qu'un impact limité, sans une révolution parallèle dans la pratique agricole, le système d'assolement triennal. L'assolement biennal précédent divisait les terres en 2 portions, l'une plantée de céréales d'hiver, l'autre laissée en jachère pour retrouver sa fertilité. Le système triennal, qui se répandit dans le nord de l'Europe autour de l'an 1000 de notre ère, introduisit un schéma plus sophistiqué. Dans le premier champ, les agriculteurs semaient du blé ou du seigle en automne, pour le récolter l'été suivant. Le deuxième champ recevait des semis de printemps de légumineuses telles que des pois, des haricots ou des lentilles, ou alternativement de l'orge ou de l'avoine. Le troisième champ restait en jachère, servant de pâturage pour le bétail dont le fumier enrichissait le sol. Chaque année, les cultures tournaient, de sorte que les champs alternaient dans le cycle, ne portant jamais la même culture 2 ans de suite. Ce changement organisationnel apparemment simple produisit des résultats remarquables, grâce à des principes que les agriculteurs médiévaux comprenaient de manière pratique, même s'il manquait de la terminologie scientifique moderne pour les expliquer. Les légumineuses, nous le savons maintenant, abritent des bactéries fixatrices d'azote dans leur nodosité racinaire, capturant l'azote atmosphérique et le convertissant en forme que les plantes peuvent utiliser. Lorsque les cultures de légumineuses étaient enfouies après la récolte, elles déposaient cet azote dans le sol,
fertilisant naturellement les cultures de céréales suivantes. La période de jachère permettait aux micro-organismes du sol de décomposer la matière organique et de restaurer les nutriments minéraux. Le bétail paissant sur les champs en jachère déposait directement du fumier, enrichissant davantage la terre. L'effet net fut spectaculaire. Les rendements céréaliers européens doublèrent approximativement entre l'an 1000 et 1300, avec des ratios semences-récoltes s'améliorant considérablement sur tout le continent. Cette transformation de la productivité agricole eut des conséquences en cascade dans toute la société médiévale. Comme le note une source contemporaine, l'amélioration des rendements stimula la production alimentaire et, par conséquent, la croissance démographique, la spécialisation des fonctions, l'urbanisation et la croissance des loisirs. La population européenne augmenta considérablement entre l'an 1000 et 1300, les villes s'étendirent et, pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain, un nombre substantiel de personnes purent exercer des professions autres que l'agriculture. Artisans, marchands, érudits et artistes pouvaient exister parce que la productivité agricole créait le surplus nécessaire pour les soutenir. Alors que l'agriculture prospérait et que les populations se regroupaient dans des villes en pleine croissance, la société médiévale fut confrontée à de nouveaux défis organisationnels. Les monastères avaient longtemps structuré les journées autour des heures canoniales, des moments spécifiques pour la prière, observés 8 fois par jour, d'avant l'aube jusqu'à la nuit. Mais déterminer ces heures avec précision s'avérait difficile. Les cadrans solaires ne fonctionnaient que lorsque le soleil brillait, ce qui, dans le climat nuageux du nord de l'Europe, signifiait une mesure du temps peu fiable. Les horloges à eau, héritées des civilisations anciennes, offraient une alternative mais gelaient en hiver, nécessitaient un entretien constant et manquaient de la précision requise pour coordonner des activités urbaines de plus en plus complexes. Les marchands devaient coordonner leurs réunions, les guildes exigeaient que leurs membres travaillent des heures spécifiques, et les autorités municipales voulaient réglementer les marchés et les couvre-feux. Le défi exigeait une approche entièrement nouvelle de la mesure du temps, et les ingénieurs médiévaux y répondirent avec l'une des inventions les plus importantes de l'histoire, l'horloge mécanique avec mécanisme d'échappement. L'échappement, le dispositif qui régule la libération de l'énergie de la source d'alimentation d'une horloge, a été qualifié de l'une des inventions les plus importantes de l'histoire des horloges et de la technologie en général. Son développement se fit progressivement au cours du XIIIe siècle. Entre 1237 et 1251, l'architecte français Villard de Hauncourt décrivit ce qui semble être un premier mécanisme d'échappement dans son célèbre carnet de croquis, bien que non encore appliqué à la mesure du temps. 2 décennies plus tard, en 1271, le savant anglais Robertus Anglicus écrivit que les horlogers tentèrent de construire des garde-temps utilisant des échappements, suggérant une expérimentation active. En 1275, la percée avait été réalisée, l'échappement à verge et folio qui allait dominer l'horlogerie mécanique pendant les 4 siècles suivants. Les premières horloges mécaniques fonctionnelles apparurent vers 1300 et en 1336, Milan se vantait d'une horloge qui sonnait les heures régulièrement, le battement de cœur mécanique de la vie urbaine rendu audible. Comprendre le fonctionnement du mécanisme à verge et folio révèle l'élégance de l'ingénierie médiévale. La puissance du système provenait d'un lourd poids en pierre suspendu par une corde enroulée autour d'un tambour. En tombant, le poids faisait tourner le tambour, qui entraînait un train d'engrenages. Sans régulation, le poids tomberait simplement rapidement, les engrenages tournant inutilement. L'échappement résolvait ce problème grâce à une rétroaction mécanique ingénieuse. Une tige verticale, la verge, avait 2 petites saillies appelées palettes positionnées à ses extrémités. Ces palettes attrapaient et relâchaient alternativement les dents d'une roue d'échappement en forme de couronne entraînée par le train d'engrenage. Au sommet de la verge se trouvait une barre horizontale, le folio, avec des poids réglables à chaque extrémité. Lorsqu'une palette attrapait la roue d'échappement, arrêtant sa rotation, l'élan de l'oscillation du folio poussait la verge dans la direction opposée, libérant cette palette tout en amenant l'autre palette en contact avec la roue d'échappement de son côté opposé. Le rythme inertiel du folio, déterminé par la position de ses poids, contrôlait la vitesse à laquelle la roue d'échappement avançait, dent par dent. Le mouvement du train d'engrenage se déroulait ainsi par incréments soigneusement régulés, traduisant la chute régulière du poids en temps mesurable. Ce n'était pas simplement une amélioration progressive des horloges à eau. Comme le note l'Institut national des normes et de la technologie,
Cela représentait une toute nouvelle technologie et une toute nouvelle métaphore, avec le potentiel technologique d'évoluer vers une grande variété de garde-temps. L'horloge mécanique modifia fondamentalement la relation humaine avec le temps. Avant les horloges mécaniques, le temps était vécu comme variable. Les heures étaient si plus longues en été qu'en hiver, mesurées en divisant la lumière du jour en 12 parties égales, quelle que soit la saison. Les horloges mécaniques introduisirent des heures égales, divorcées des cycles naturels, créant un temps abstrait et mathématique qui s'écoulait à un rythme constant, indépendamment du soleil, de la saison ou de l'activité humaine. Ce nouveau cadre temporel remodela progressivement les rythmes de travail, transformant le labeur d'une orientation par tâche, travailler jusqu'à ce qu'un travail soit terminé, à une orientation par temps, travailler pendant une durée spécifiée. Les horloges de cathédrale devinrent des sources de fierté civique, leurs cadrans visibles de tous, leurs cloches marquant les heures pour des communautés entières. L'horloge de la cathédrale de Salisbury, que l'on pense dater d'environ 1386, témoigne de la durabilité de l'ingénierie médiévale. Bien que les chercheurs débattent pour savoir si tous ces composants sont d'origine, l'horloge fut redécouverte en 1928 et restaurée en 1956. Elle reste l'une des plus anciennes horloges mécaniques survivantes au monde, ayant fonctionné pendant des siècles en service continu. Pour les marins naviguant hors de vue de la Terre, et pour les gens du commun qui ne pouvaient pas se permettre la dépense d'une horloge mécanique, une autre innovation médiévale fournissait une mesure du temps fiable, le sablier, également appelé horloge de sable. Ses origines restent quelque peu mystérieuses, contrairement aux horloges mécaniques, qui ont laissé des traces documentaires claires de leur développement. Le sablier apparaît soudainement dans les archives historiques. La plus ancienne représentation confirmée date de 1338, apparaissant dans la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, allégorie du bon gouvernement, à Sienne, en Italie, où la vertu de la tempérance tient un sablier symbolisant le passage mesuré du temps. Étant donné l'apparition soudaine de multiples références au XIVe siècle, les historiens pensent que l'appareil a probablement été inventé au cours du XIe ou XIIe siècle, peut-être par des artisans islamiques ou des verriers européens, mais est resté non documenté jusqu'à ce qu'il devienne assez courant pour mériter une représentation artistique. Le sablier trouva son application la plus cruciale en mer. Les mouvements des navires rendaient les horloges à eau inutiles. Le roulis et le tangage perturbaient l'écoulement de l'eau, rendant les mesures de temps peu fiables. Les horloges mécaniques de l'époque, avec leurs échappements délicats, avaient également du mal avec le mouvement constant des navires et l'air salin corrosif. Le sablier, en revanche, s'avéra remarquablement bien adapté aux conditions maritimes. L'écoulement régulier du sable à travers le col étroit restait constant quel que soit le tangage et le roulis du navire. Les changements de température, qui pouvaient affecter les horloges à eau et même les horloges mécaniques, avaient un impact minimal sur les débits de sable. Lorsque Ferdinand Magellan entreprit sa circumnavigation du globe en 1519, ses navires transportaient de plusieurs sabliers, instruments essentiels à la navigation. La procédure à bord assignait à un jeune marin, le page du navire, la responsabilité de retourner les sabliers lorsqu'ils étaient vides et d'annoncer les heures, tenant ainsi le journal de bord du temps en mer. La navigation à l'estime, qui calculait la position en fonction de la vitesse, de la direction et du temps écoulé, dépendait absolument d'une mesure précise du temps, faisant du sablier un outil crucial pour l'ère des grandes découvertes. À terre, les sabliers servirent d'alternatives abordables pour la mesure du temps dans des contextes où les horloges mécaniques restaient trop chères. Les églises les utilisaient pour mesurer la durée des sermons, s'assurant que les prédicateurs ne parlaient ni trop brièvement, ni n'épuisaient leur congrégation par une longueur excessive. Dans les foyers, les sabliers chronométraient les processus de cuisson, garantissant que le pain cuisait correctement et que les ragoûts mijotaient pendant des durées appropriées. Les ateliers les employaient pour mesurer les périodes de travail et les temps de pause. Comme le note une évaluation historique, le sablier fournissait une mesure du temps fiable, abordable et précise, démocratisant la mesure du temps d'une manière que les horloges mécaniques ne pouvaient pas encore atteindre. Avec le temps mesuré précisément et l'énergie exploitée efficacement, la civilisation médiévale se tourna vers ses projets de construction les plus ambitieux, les grandes cathédrales gothiques qui inspirent encore l'admiration aujourd'hui. C'étaient des structures qui poussaient les connaissances en ingénierie à leurs limites, des bâtiments qui s'élevaient vers le ciel, non pas par la force brute, mais par une compréhension sophistiquée de la manière dont les forces circulaient à travers la pierre.
Le style roman qui précéda l'architecture gothique avait atteint une échelle impressionnante, mais ses arcs en plein cintre et ses murs épais imposaient des limites. Les bâtisseurs cherchant plus de hauteur, des portées plus larges et plus de lumière devaient résoudre des défis structurels fondamentaux. Comment les murs pouvaient-ils être rendus assez minces pour accueillir de grandes fenêtres tout en étant assez solides pour supporter d'énormes voûtes en pierre? Comment les bâtiments pouvaient-ils s'élever plus haut sans s'effondrer sous leur propre poids? Les réponses émergèrent à travers 3 innovations connexes qui, une fois combinées, révolutionnèrent l'architecture médiévale: la voûte sur croisée d'ogives, l'arc brisé et l'arc-boutant. La voûte sur croisée d'ogives répondait au poids immense des plafonds voûtés en pierre. Les voûtes en berceau antérieur nécessitaient une pierre épaisse et continue, couvrant des espaces entiers, leur poids appuyant uniformément le long des murs porteurs. La voûte sur croisée d'ogives gothique utilisait plutôt une charpente de nervures en pierre entrecroisée qui suivait les courbes de la voûte, créant un squelette structurel. Ces nervures transféraient de la charge de la voûte à des points spécifiques le long des murs en dessous, plutôt que de répartir le poids uniformément. Entre les nervures, les bâtisseurs remplissaient les espaces avec des panneaux de pierre plus légers ou même du plâtre, réduisant considérablement le poids total. Les nervures elles-mêmes étaient construites en premier, créant une charpente stable avant que le remplissage plus léger ne soit ajouté. Cette approche signifiait que les murs n'avaient plus besoin d'être massivement épais sur toute leur longueur. Ils devaient seulement être solides au point spécifique où les nervures transféraient leur charge. Par conséquent, les espaces entre ces points porteurs pouvaient être ouverts pour des fenêtres, laissant entrer la lumière colorée qui devint la gloire de l'architecture gothique. Pourtant, ouvrir les murs créait de nouveaux problèmes. Les voûtes en pierre exerçaient non seulement des forces verticales vers le bas, mais aussi une poussée horizontale vers l'extérieur, essayant d'écarter les murs. Les bâtisseurs romans avaient géré cela par la simple épaisseur des murs, en rendant les murs si massifs que la poussée vers l'extérieur ne pouvait pas les déplacer. Les bâtisseurs gothiques développèrent plutôt l'arc-boutant, essentiellement des bras de pierre géants, s'étendant depuis des piliers autoportants pour presser contre les murs supérieurs, précisément au point où les voûtes exerçaient leur plus grande poussée vers l'extérieur. Ces contreforts transféraient les forces horizontales des murs vers le sol, à travers les piliers externes, empêchant la tension indésirable qui fissurerait les arcs et ferait s'écrouler les murs. L'arc-boutant permettait également quelque chose d'esthétiquement remarquable. L'espace mural entre le sol et le point où les contreforts se connectaient pouvait être presque entièrement en verre. Les cathédrales gothiques devinrent des cadres de nervures de pierre et d'arc-boutants remplis de vastes étendues de vitraux, une architecture transformée en lumière figée. L'arc brisé gothique contribua à cette révolution structurelle. Contrairement à l'arc en plein cintre romain, qui dirigeait les forces vers le bas et vers l'extérieur, dans une mesure égale, l'arc brisé dirigeait les forces plus abruptement vers le bas, réduisant la poussée vers l'extérieur. Les bâtisseurs pouvaient également ajuster la hauteur des arcs brisés sans changer leur portée, permettant une plus grande flexibilité architecturale. L'arc brisé devint non seulement un élément structurel, mais aussi une caractéristique esthétique déterminante du style gothique, son accent vertical renforçant l'aspiration céleste de ces espaces sacrés. Ces innovations n'apparurent pas instantanément comme des percées révolutionnaires. Des éléments des trois étaient apparus dans l'architecture romane, mais les bâtisseurs gothiques les affinèrent et les optimisèrent, comprenant par l'expérience pratique comment pousser chaque technique vers de nouveaux extrêmes. Tout au long des XIIe et XIIIe siècles, les cathédrales successives devinrent plus hautes et plus lumineuses. Les bâtisseurs apprirent des échecs. Les voûtes effondrées et les murs fissurés enseignèrent des leçons incorporées dans les conceptions ultérieures. Les grandes cathédrales gothiques nécessitaient généralement un demi-siècle à un siècle complet pour être achevées, avec des maîtres maçons dirigeant des projets qui s'étendaient sur plusieurs générations. Ces maîtres d'œuvre possédaient des connaissances pratiques accumulées par l'apprentissage et l'expérience, comprenant les chemins de charge et le comportement structurel sans les calculs d'ingénierie moderne. Leur réalisation reste parmi les exploits de construction les plus impressionnants de l'humanité. Construire à de telles hauteurs nécessitait de résoudre un autre défi pratique, soulever d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs tonnes, à des positions situées à des centaines de pieds au-dessus du sol. Les ingénieurs médiévaux répondirent avec la grue à roues, connue en latin sous le nom de magna rota ou grande roue.
Ces dispositifs remarquables se composaient de roues en bois de 4 à 5 mètres de diamètre, assez grandes pour qu'une ou plusieurs personnes marchent à l'intérieur comme dans une roue de hamster humaine. Pendant que les ouvriers marchaient, la roue tournait, faisant tourner un treuil sur lequel une corde s'enroulait, soulevant des charges suspendues à un système de poulies montées au-dessus. Le grand diamètre offrait un avantage mécanique énorme par rapport au treuil manuel. Les archives contemporaines indiquent qu'une grue à roues pouvait soulever des charges maximales de 6000 kg avec la moitié de l'effectif requis pour les alternatives à base de treuil. Ces grues étaient positionnées à des hauteurs de travail, sur des échafaudages et des plateformes en bois, amenant les matériaux directement là où les maçons en avaient besoin. Les applications de la grue à roues s'étendaient bien au-delà de la construction de cathédrales. Dans les ports, elles chargeaient et déchargeaient les navires de marchandises avec une efficacité que la seule force musculaire ne pouvait égaler. Les exploitations minières les employaient pour remonter le minerai des galeries souterraines. La construction de châteaux en dépendait pour déplacer les blocs de pierre et positionner les défenses de sièges. Leur fiabilité et leur longévité se sont avérées remarquables. La grande grue à roues pivotantes de la cathédrale de Cologne, installée vers 1400 et haute de 157 mètres, est restée en place jusqu'en 1842, ayant servi pendant 450 ans. Plus étonnant encore, lorsque la cathédrale de Canterbury a nécessité des travaux de rénovation dans les années 1970. Les ouvriers ont utilisé une grue à roues de la fin du XVe siècle, de 4,6 mètres de diamètre, qui avait survécu dans la tour de la cathédrale. L'ingénierie médiévale était construite pour durer. Les bâtisseurs médiévaux ne construisaient pas seulement pour la paix et la prière. Ils concevaient également de redoutables engins de siège qui transformèrent la guerre. Les fortifications des châteaux s'étaient renforcées tout au long de la période médiévale, avec des murs plus épais, des tours plus hautes et des défenses plus sophistiquées. Les engins de siège antérieurs comme les catapultes pouvaient harceler les défenseurs et endommager les structures en bois, mais peinaient contre les murs de pierre solides. Les ingénieurs militaires avaient besoin de quelque chose de plus puissant, une arme capable de réduire en miettes même les fortifications les plus solides. Ils trouvèrent leur réponse dans un engin qui allait dominer la guerre de siège du XIIe au XVe siècle, le trébuchet à contrepoids. L'ascendance du trébuchet remontait à la Chine ancienne, où les trébuchets à traction, actionnés par des équipes d'hommes tirant sur des cordes, étaient utilisés depuis le 5e au 3e siècle avant notre ère. Au 6e siècle de notre ère, la technologie s'était répandue à travers l'Eurasie par les routes commerciales et les conflits militaires. Mais le trébuchet à contrepoids, introduit au cours du XIIe siècle, représentait un saut quantique en puissance. Plutôt que de nécessiter des dizaines d'hommes pour tirer des cordes dans un effort coordonné, il exploitait l'énergie potentielle gravitationnelle stockée dans un contrepoids massif. Le mécanisme était d'une simplicité élégante. Une longue poutre en bois, équilibrée sur un pivot positionné, non pas en son centre, mais vers une extrémité. De l'extrémité la plus courte de la poutre pendait le contrepoids, souvent une caisse en bois remplie de pierres ou de terre, pesant plusieurs tonnes. L'extrémité la plus longue portait le projectile dans une fronde attachée par une corde. Pour préparer le tir, les équipages utilisaient des treuils et des poulies pour soulever l'extrémité du projectile, hissant le contrepoids haut dans les airs, stockant ainsi de l'énergie potentielle. À la libération, le contrepoids tombait, faisant pivoter rapidement la poutre, fouettant la fronde porteuse du projectile vers l'avant et vers le haut avant de le lâcher vers la cible. Les spécifications de performance restent impressionnantes, même selon les normes modernes. Un trébuchet avec un contrepoids de 10 tonnes pouvait lancer un rocher de 300 livres à environ 300 yards, près de 275 mètres. Des récits du XIVe siècle décrivent des trébuchets atteignant des portées allant jusqu'à 900 pieds avec des charges utiles entre 510 et 560 livres. Les plus grands trébuchets auraient lancé des projectiles pesant de 440 à 660 livres, comparé à la capacité typique des catapultes de seulement 25 à 40 livres. Certaines machines exceptionnelles atteignaient des portées dépassant 1150 pieds avec des projectiles de 130 livres. L'impact psychologique égalait la dévastation physique, les défenseurs regardant des pierres massives décrire un arc dans le ciel et s'écraser contre leurs murs supposément imprenables, faisaient face à la fois à la destruction structurelle et à l'érosion de leur confiance. L'introduction du trébuchet provoqua ce que les historiens décrivent comme un changement drastique dans les fortifications et la guerre de siège.
Après 1200, les concepteurs de châteaux reconsidérèrent fondamentalement la planification défensive pour contrer la puissance du trébuchet. Les murs devinrent plus épais, en particulier à leur base. Les tours passèrent de carrées à rondes, ne présentant aucun angle que les projectiles pourraient frapper à des points vulnérables. Les architectes inclinèrent les murs pour dévier les impacts plutôt que d'y résister directement. Toute la science de la fortification évolua en réponse aux capacités de cette seule arme. Fait intéressant, le trébuchet contribua également au développement de la physique et de la théorie de l'ingénierie. Il représentait la première utilisation mécanique significative de l'énergie potentielle gravitationnelle, convertissant l'énergie de position en énergie de mouvement de manière mesurable et reproductible. Le savant du XIIIe siècle Jordanus de Némore étudia les trébuchets et en déduisit que le travail effectué était proportionnel au poids soulevé et à la distance verticale sur laquelle il se déplaçait. Une intuition fondamentale dans la science de la mécanique. Les principes du trébuchet inspirèrent plus tard l'horloge à pendule. La guerre médiévale fit involontairement progresser la compréhension scientifique. Toutes les ingénieries médiévales ne servaient pas des fins militaires. Certaines innovations apportèrent de la beauté au monde, transformant les bâtiments en pierre, en écrins de lumière colorée. L'art et la technologie des vitraux atteignirent leur apogée médiéval entre 1150 et 1500, créant ce qui reste parmi les réalisations artistiques les plus époustouflantes de l'histoire. Ces fenêtres servaient de multiples objectifs dans la culture médiévale. Elles étaient des œuvres d'art glorifiant Dieu, des outils pédagogiques illustrant des histoires bibliques pour des congrégations qui ne savaient pas lire, et des déclarations théologiques sur la lumière divine transformant les espaces terrestres en royaumes célestes. Leur création exigeait une chimie sophistiquée, un savoir-faire qualifié et une planification méticuleuse. Le fondement de la technologie du vitrail résidait dans la découverte que l'ajout de divers oxydes métalliques au verre en fusion produisait des couleurs intenses. Cette connaissance remontait au 7e siècle, mais les artisans médiévaux affinèrent et élargirent la palette. Le cobalt produisait des bleus profonds, le cuivre créait des verts et des rouges selon l'état d'oxydation, le manganèse donnait des violets, et des particules d'or en suspension dans le verre produisaient des rouges rubis. Ces métaux en poudre étaient ajoutés pendant que le verre restait en fusion dans les fours, se mélangeant complètement avant que le matériau ne refroidisse. La création du verre lui-même commençait avec du sable et de la cendre de bois, la potasse, fondus ensemble à haute température jusqu'à ce qu'ils fusionnent en verre liquide. Ce matériau en fusion pouvait ensuite être formé en feuilles par deux méthodes principales. Dans la première, les souffleurs de verre gonflèrent le verre en fusion en forme de saucisse, puis le coupaient dans le sens de la longueur et l'aplatissaient alors qu'il était encore malléable. La seconde technique, appelée verre en couronne, consistait à faire tourner rapidement une paraison de verre en fusion au bout d'un pontis, la force centrifuge l'étalant en un disque plat de 25 à 50 cm de diamètre. Chaque méthode produisait des feuilles aux caractéristiques distinctives. Le verre en couronne présentant le fameux boudin en son centre, là où le pontis avait été attaché. Couper ces feuilles de verre colorées pour correspondre au dessin exigeait précision et patience. Les artisans médiévaux ne disposaient pas de coupe-verre modernes, utilisant plutôt des pointes de fer chauffées au rouge pour marquer le verre le long des lignes souhaitées. Le choc thermique provoquait la fissuration du verre le long du tracé marqué, permettant une mise en forme raisonnablement précise. Une fois coupés, les morceaux de verre étaient disposés sur un carton à l'échelle réelle, où les artisans pouvaient voir comment les pièces s'assemblaient et vérifier la composition globale. Les détails fins, traits du visage, plis des drapés, inscriptions, étaient peints sur le verre à l'aide d'une peinture noire spéciale, faite d'oxyde de fer ou de cuivre en poudre, mélangée à du verre pilé et un liant. Les pièces peintes étaient ensuite cuites dans un four, fusionnant la peinture de manière permanente à la surface du verre. Plus tard, les artisans médiévaux ajoutèrent une autre technique, le jaune d'argent appliqué sur la surface extérieure du verre qui, une fois cuit, devenait d'un jaune brillant. Cela permettait d'obtenir plusieurs couleurs sur une seule pièce de verre, sans la couper en minuscules fragments. L'assemblage nécessitait le sertissage au plomb, l'ajustement des bords des morceaux de verre dans des baguettes de plomb rainurées appelées plombs en forme de hache pour maintenir les pièces adjacentes de chaque côté. Les artisans soudaient les joints de plomb, créant un réseau étanche qui maintenait l'ensemble de la composition. Du mastic était appliqué dans les interstices entre le verre et le plomb pour une imperméabilisation supplémentaire. Les panneaux terminés
étaient ensuite installés dans les remplages en pierre des fenêtres gothiques, fixées avec des barres d'armature en fer qui empêchaient le plomb flexible de s'affaisser ou de se déformer. Le résultat était une forme d'art qui brillait littéralement de lumière intérieure, transformant la lumière du soleil en couleur et en histoire. Les architectes gothiques, ayant utilisé des voûtes sur croisées d'ogives et des arcs-boutants pour ouvrir de vastes espaces de fenêtres dans leurs murs, remplirent ces espaces de vitraux qui créèrent des intérieurs comme on n'en avait jamais vu auparavant. La structure en pierre du bâtiment semblait se dissoudre en pure lumière et couleur. Les artisans médiévaux ne travaillaient pas seulement le verre et la pierre, ils ont aussi révolutionné la façon dont les gens voyaient, au sens le plus littéral du terme. Tout au long du Haut Moyen Âge, les érudits et les moines vieillissants étaient confrontés à une cruelle limitation. Lorsque la presbytie, l'hypermétropie liée à l'âge, s'installait à la quarantaine, leur capacité à lire diminuait. Les plus beaux manuscrits exigeaient une lecture attentive et soutenue de petites écritures, un travail qui devenait de plus en plus difficile et finalement impossible à mesure que les yeux vieillissaient. Cette limitation avait des conséquences profondes à une époque où les moines copiaient laborieusement les manuscrits à la main pour préserver le savoir. Un scribe dont les années productives se terminaient à 40 ou 45 ans représentait une perte importante d'expertise et de travail. Le problème était compris mais semblait insoluble, jusqu'à ce que la théorie optique commence à progresser au cours du XIIIe siècle. Robert Grosseteste, l'érudit évêque de Lincoln et professeur de Roger Bacon, écrivit au début du XIIIe siècle sur les propriétés optiques des surfaces courbes et leur potentiel pour agrandir de petits objets. Son élève Bacon développa ses idées, notant en 1268 que des morceaux de verre ou de cristal en forme de lentilles pouvaient agrandir les lettres, les rendant plus faciles à lire. Ces observations restèrent théoriques jusqu'à ce que des artisans italiens, probablement à Venise ou à Florence où l'expertise verrière florissait, transforment la théorie optique en technologie pratique. Au cours des années 1280, quelqu'un, l'histoire n'a pas conservé le nom avec certitude, inventa les premières lunettes. En 1286, les premiers exemples connus existaient. En 1306, un sermon de Fra Giordano de Pise incluait une observation remarquablement précise. Il n'y a pas encore 20 ans que fut découverte l'art de fabriquer des lunettes. Les premières lunettes étaient du type pince-nez, 2 lentilles convexes, adaptées à la correction de l'hypermétropie, rivetées ensemble par une charnière qui leur permettait de se pincer sur l'arête du nez. Alternativement, elles pouvaient être tenues devant les yeux à la main, bien que cela empêchât évidemment d'utiliser les 2 mains pour d'autres tâches. Les montures et les ponts étaient fabriqués avec les matériaux disponibles. Les os métacarpiens de taureau se révélèrent populaires, tout comme le bois, le fil de fer et le cuir. Celles-ci n'étaient ni confortables ni pratiques selon les normes modernes, et elles ne traitaient qu'un seul type de problème de vision. Il faudrait attendre le XVIe siècle pour que les lentilles concaves pour corriger la myopie soient introduites. Néanmoins, même cette solution limitée transforma la vie des érudits et des artisans dont le travail exigeait une vision de près. Au début du XIVe siècle, la fabrication de lunettes était devenue une industrie reconnue. Venise, avec ses guildes de verriers avancés, enregistrait des artisans spécialisés qui produisaient des lentilles et des montures. Florence devint un centre de production majeur, exportant des lunettes à travers l'Europe. L'impact sur la vie intellectuelle s'avéra substantiel. Les moines et les érudits pouvaient continuer leur travail sur les manuscrits des décennies de plus qu'auparavant, prolongeant les carrières et préservant l'expertise. La disponibilité de la correction de la vue a peut-être contribué à l'augmentation de la production de manuscrits et, plus tard, à l'audience pour les livres imprimés. On pourrait soutenir que les lunettes représentaient une technologie portable, des dispositifs portables qui augmentissent la capacité humaine, prolongeant la vie professionnelle productive par une intervention technologique. Une autre innovation qui étendit la capacité humaine, bien que d'une manière radicalement différente, fut la presse à imprimer à caractère mobile. Avant le milieu du XVe siècle, les livres existaient sous forme de manuscrits uniques, copiés à la main. Une seule Bible pouvait nécessiter 1 an ou plus de travail intensif pour être produite. Par conséquent, les livres restaient rares et chers, accessibles principalement aux églises, aux monastères, aux universités et aux individus fortunés. Cette rareté créait un goulot d'étranglement fondamental dans la transmission du savoir. Les idées ne pouvaient se propager plus vite que les scribes ne pouvaient les copier.
Les Chinois avaient inventé les caractères mobiles au XIe siècle, avec Bisheng créant des caractères en céramique pour l'impression. La Corée développa des caractères mobiles en métal en 1377, imprimant le texte bouddhiste Jikji. Pourtant, ces innovations asiatiques ne se sont pas propagées en Europe, en partie à cause des vastes distances et des contacts limités, en partie parce que les systèmes d'écriture asiatiques, avec des milliers de caractères, rendèrent la composition typographique fastidieuse. Le système d'écriture européen, avec son petit alphabet, était idéalement adapté aux caractères mobiles, n'attendant que quelqu'un avec la compétence et la vision pour le rendre pratique. Johannes Gutenberg, un orfèvre de Mayence, en Allemagne, combina son expertise métallurgique avec son ingéniosité mécanique pour résoudre plusieurs problèmes simultanément vers 1440. Sa première innovation cruciale fut de développer un alliage métallique, principalement du plomb avec de l'étain et de l'antimoine, qui fondait à une température relativement basse, refroidissait rapidement pour se solidifier et formait des caractères durables pouvant résister à des milliers d'impressions. Sa deuxième percée fut de formuler une encre à base d'huile assez épaisse pour adhérer correctement aux caractères métalliques, tout en se transférant proprement sur le papier ou le vélin lorsqu'elle était pressée. Les encres à base d'eau utilisées pour l'enluminure des manuscrits ne fonctionnaient pas avec les caractères métalliques. Troisièmement, il adapta la presse mécanique utilisée depuis des siècles dans la production de vin et d'huile, reconnaissant que sa pression vers le bas, appliquée en tournant une lourde vis en bois, pouvait forcer fermement le papier contre les caractères ancrés. Enfin, il créa des moules à main de précision qui permettaient la production rapide de pièces de caractères métalliques identiques en grande quantité, garantissant l'uniformité et permettant aux imprimeurs de composer plusieurs pages simultanément. L'opération mécanique était simple, mais exigeait coordination et habileté. Les pièces de caractères étaient disposées lettre par lettre, ligne par ligne, dans une forme qui contenait une page entière de texte. Une fois verrouillée en place, la surface des caractères était ancrée avec des tampons en cuir. Une feuille de papier était positionnée précisément sur un plateau en bois qui pouvait glisser sous la presse. L'opérateur tournait la longue poignée de la presse, ce qui faisait tourner la lourde vis, pressant le plateau et le papier contre les caractères ancrés avec une force de plusieurs centaines de livres. Le plateau était ensuite retiré, la feuille imprimée enlevée et une nouvelle feuille positionnée pour la prochaine impression. 2 ouvriers expérimentés pouvaient produire environ 3600 pages imprimées en une journée de travail, comparées aux 40 pages réalisables par les méthodes d'impression manuelle, ou aux quelques pages par jour que la copie de manuscrit permettait. L'augmentation de la productivité n'était pas progressive, mais révolutionnaire. Le chef-d'œuvre de Gutenberg, achevé vers 1455, fut sa Bible, le premier livre complet imprimé en Occident à l'aide de caractères mobiles. La qualité égalait ou dépassait celle des manuscrits copiés à la main, avec un espacement régulier, des formes de lettres cohérentes et une typographie soigneusement conçue qui imitait les meilleures écritures manuscrites. La Bible de Gutenberg établit définitivement que l'imprimerie pouvait produire des livres aussi beaux que des manuscrits, tout en nécessitant beaucoup moins de temps et de travail. En l'espace de 50 ans, les presses à imprimer s'étaient se répandues à travers l'Europe. Des ateliers d'imprimerie s'établirent dans les grandes villes, créant de nouvelles industries et de nouveaux emplois. Le prix des livres chuta de façon spectaculaire à mesure que l'offre augmentait. Des idées qui auraient pu autrefois circuler parmi des dizaines de lecteurs en atteignaient désormais des milliers. La réforme protestante, qui débuta en 1517 avec les 95 thèses de Martin Luther, se propagea à une vitesse sans précédent, en partie parce que les presses à imprimer pouvaient produire des milliers d'exemplaires de pamphlets et de textes en langue vernaculaire allemande, atteignant des publics qui n'avaient jamais eu accès aux œuvres théologiques en latin. La révolution scientifique en bénéficia de la même manière, les savants pouvant partager largement leurs observations, leurs données et leurs théories. La presse de Gutenberg a été qualifiée de l'un des facteurs clés favorisant la Renaissance, et à juste titre. En rendant le savoir accessible, l'imprimerie a transformé la civilisation occidentale. Tandis que la presse à imprimer diffusait le savoir sur terre, d'autres technologies médiévales ouvraient les mers à l'exploration et au commerce. Pendant des siècles, la navigation avait été en grande partie une affaire côtière. Les marins longeaient les côtes, gardant la terre en vue, ne s'aventurant en haute mer que pour traverser des détroits étroits ou des routes familières entre des points de repère visibles. La navigation reposait sur la reconnaissance des caractéristiques côtières, la mesure de la profondeur de l'eau
et, lorsque les conditions le permettaient, l'observation de la position du soleil pendant la journée et des étoiles la nuit. Cela limitait les navires au beau temps et restreignait les voyages aux routes bien connues. La boussole et l'astrolabe changèrent tout, donnant aux marins des outils pour déterminer la direction et la position même lorsque le ciel et la terre ne fournissaient aucun point de référence immédiat. La boussole magnétique est originaire de Chine, où entre 1040 et 1117, les navigateurs développèrent des dispositifs utilisant de la magnétite naturelle pour indiquer la direction et les appliquèrent systématiquement à la navigation. La connaissance de cette technologie voyagea progressivement vers l'ouest le long des routes commerciales. Au XIIe siècle, les marins européens avaient entendu parler des boussoles, et vers 1300, les Européens avaient développé ce que les historiens appellent la véritable boussole de marin. Une aiguille aimantée pivotant sur une épingle à l'intérieur d'une boîte de protection sèche, souvent avec une rose des vents marquée en dessous, montrant non seulement les directions cardinales, mais aussi les points intermédiaires. Cela représentait ce qu'un chercheur décrit comme la première rupture majeure avec la nécessité de voir le soleil ou les étoiles pour la navigation. Soudain, naviguer par temps couvert, courant dans les eaux du nord de l'Europe, devint pratique. La navigation tout au long de l'année remplaça la saison de navigation par beau temps. Peut-être plus important encore, les marins pouvaient s'aventurer en haute mer avec confiance, maintenant le cap même lorsqu'aucune terre n'était visible pendant des jours ou des semaines. La boussole ne résolvait pas tous les problèmes de navigation. La déclinaison magnétique entre le nord vrai et le nord magnétique créait des complications, et la détermination de la position précise nécessitait encore d'autres instruments, mais elle fournissait l'élément crucial de la direction, la base à partir de laquelle toute autre navigation dérivait. L'astrolabe, associé à la boussole, permettait aux marins de déterminer la latitude en mesurant les angles du soleil ou des étoiles au-dessus de l'horizon. Cet instrument avait des origines anciennes. Les premiers Grecs avaient construit des astrolabes en bois, mais les astronomes islamiques médiévaux perfectionnèrent l'appareil, introduisant des échelles angulaires qui rendèrent possible des mesures précises. Les érudits musulmans préservèrent et firent progresser les connaissances astronomiques grecques pendant des siècles, où une grande partie du savoir classique s'était estompée en Europe occidentale. Ils affinèrent la conception de l'astrolabe et créèrent des tables détaillées des positions célestes. Lorsque ces instruments et les connaissances pour les utiliser atteignirent l'Europe médiévale, les métallurgistes commencèrent à produire des versions en métal qui évitaient les problèmes de déformation de la construction en bois et permettaient des instruments plus grands et plus précis. Un navigateur expérimenté utilisant un astrolabe pouvait mesurer l'altitude du Soleil à midi, consulter des tables astronomiques et déterminer la latitude, sa position au nord ou au sud de l'équateur, avec une précision raisonnable. Combiné à la navigation à l'estime, calcul de la position en fonction du cap, de la vitesse et du temps parcouru, à la direction déterminée par la boussole et à la latitude déterminée par l'astrolabe, les navigateurs médiévaux possédèrent les outils nécessaires pour les voyages transocéaniques. Des instruments complémentaires amélioraient ces capacités. Le bâton de Jacob, essentiellement un bâton calibré avec une traverse coulissante, permettait de mesurer la hauteur angulaire des corps célestes. Le kamal, développé par les navigateurs islamiques, servait des objectifs similaires, fournissant un moyen rudimentaire de mesurer les altitudes et les latitudes. Aucun de ces instruments n'atteignait la précision moderne, et une navigation réussie exigeait de l'expérience, de l'habileté, du jugement et des doses non rares de chance. Néanmoins, ils transformèrent ce qui était possible. Christophe Colomb transportait des boussoles et des astrolabes lorsqu'il navigua vers l'ouest en 1492. L'expédition de Ferdinand Magellan, qui fut la première à faire le tour du globe, reposait sur ces mêmes technologies. Vasco de Gama navigua autour de l'Afrique jusqu'en Inde en utilisant une boussole et un astrolabe. L'ère des grandes découvertes, qui redessina les cartes et connecta des civilisations auparavant isolées les unes des autres, dépendait fondamentalement de ces innovations de navigation médiévale. Comme l'affirme une évaluation historique, la boussole et l'astrolabe ont révolutionné la façon dont les marins traversaient les mers. Les innovations médiévales ne se limitèrent pas aux grands projets d'ingénierie et aux outils d'exploration. Même les processus industriels quotidiens subirent une mécanisation qui transforma le travail et la productivité. L'industrie textile de la laine, cruciale pour l'économie européenne médiévale, en particulier en Angleterre, en Flandre et en Italie, impliquait de nombreuses étapes à forte intensité de main-d'œuvre.
Parmi les plus pénibles se trouvait le foulage, le processus de nettoyage du drap de laine tissé pour enlever les huiles, la saleté et les impuretés, tout en rétrécissant et en épaississant simultanément le tissu par friction et pression. Avant la mécanisation, ce travail était effectué par des foulons qui piétinèrent le drap immergé dans l'eau et la terre à foulons ou l'urine pendant des heures, ou en le battant avec des maillets en bois. Le coût physique était sévère, le rythme limité par l'endurance humaine et l'inefficacité économique significative. Mais entre le 9e et le 10e siècle, quelqu'un, probablement un ingénieur monastique dans une région riche en moulins à eau, reconnut que l'énergie hydraulique pouvait remplacer le muscle humain pour cette tâche répétitive et exigeante en force. Le moulin à foulon hydraulique émergea, documenté dès 1086 dans des références de Normandie et dans l'entrée du Domesday Book anglais pour Temple Guiting dans le Gloucestershire. La technologie se répandit rapidement partout où l'énergie hydraulique et la production textile coïncidaient. Au cœur de l'innovation se trouvait le mécanisme à Kame, un composant rotatif qui convertissait le mouvement circulaire continu d'une roue à aube en un mouvement de va-et-vient de haut en bas. Pendant que la roue à aube tournait, des cames montées sur son axe poussaient contre des taquets connectés à d'énormes maillets en bois appelés pilons de foulon. La came soulevait le marteau en tournant. Lorsqu'elle passait au-delà du contact, le marteau tombait sous l'effet de la gravité, frappant le drap soigneusement plié, placé dans une auge en dessous. Les pilons pivotaient de sorte que le pied du marteau frappait le drap presque horizontalement. L'auge était arrondie du côté opposé au marteau, et un mécanisme tournait progressivement le drap, assurant un foulage uniforme sur tout le tissu. Ce qui avait nécessité plusieurs ouvriers peinant pendant des heures pouvait maintenant être accompli par une seule personne, surveillant la machinerie, repositionnant périodiquement le drap et s'assurant que tout fonctionnait sans problème. L'impact sur la production textile et l'organisation industrielle fut révolutionnaire. Comme le note un récit contemporain, au XIIIe siècle, le travail maintenant fait par des marteaux en bois, actionnés par l'eau, ne nécessitait qu'un seul homme, par rapport aux multiples foulons nécessaires auparavant. La productivité monta en flèche, les coûts diminuèrent, et la qualité s'améliora grâce à une action mécanique constante. L'innovation révolutionna l'industrie et initia une réforme dans l'organisation sociale, ainsi que dans la productivité économique. Fait crucial, les moulins à foulons nécessitaient de l'énergie hydraulique, ce qui signifiait qu'ils devaient être situés dans des zones rurales près des ruisseaux et des rivières, plutôt que dans les villes où se déroulait la plupart de la production textile. Cela catalysa une réorganisation géographique de l'industrie textile, avec divers processus répartis entre les lieux urbains et ruraux, connectés par des réseaux de transport et de commerce qui préfiguraient les chaînes d'approvisionnement industrielles ultérieures. Le mécanisme à Kame, qui actionnait les moulins à foulons, trouva des applications dans toute l'industrie médiévale. Les marteaux-pilons hydrauliques utilisaient une technologie similaire pour la métallurgie, avec des cames soulevant de lourds marteaux qui tombaient pour frapper le fer sur des enclumes, forgeant des outils, des armes et des instruments avec une force et une répétition dépassant de loin la capacité humaine. Ces marteaux-pilons réapparurent en Europe médiévale au XIIe siècle, avec des exemples documentés de Styrie, en Autriche, en 1135 et 1175, et de divers endroits en France au siècle suivant. Le fonctionnement était parallèle à celui du moulin à foulon. Une came entrait en contact avec un taquet connecté à un manche de marteau, soulevant le marteau. Lorsque la came passait, la gravité faisait tomber le marteau pour frapper la pièce avec un impact énorme. Une roue à aube pouvait entraîner plusieurs marteaux simultanément, créant une forge automatisée qui travaillait sans relâche. La métallurgie médiévale bénéficia également de soufflets hydrauliques, qui résolurent un autre goulot d'étranglement crucial. La fonte et le forgeage de fer nécessitaient une chaleur intense, ce qui exigeait un apport d'air continu pour augmenter le taux de combustion et la température. Les soufflets antérieurs étaient actionnés manuellement avec des ouvriers pompant des sacs en cuir pour forcer l'air dans les fourneaux, un travail épuisant qui limitait la taille des feux et la durée des opérations. Le soufflet hydraulique, documenté dès le début du XIIIe siècle dans les mines d'argent du Tyrol du Sud et se propageant ensuite aux régions sidérurgiques, mécanisa ce processus. Les premières conceptions présentaient des soufflets en forme de cœur d'environ 5 pieds de long et 2 pieds et demi de large à l'arrière, avec 2 planches de bois et des côtés pliables en peau de bœuf ou de cheval. À mesure que l'énergie hydraulique devint la norme, les soufflets s'agrandirent pour correspondre à des fourneaux de plus en plus ambitieux.
Connectés aux roues à aubes par des tringleries et des cames, ces soufflets se gonflaient et se dégonflaient rythmiquement, forçant l'air en continu dans les bas fourneaux et les hauts fourneaux sans travail humain. La combinaison de soufflets hydrauliques et de marteaux-pilons transforma la production de fer. Les bas fourneaux, les fourneaux où le minerai de fer était fondu en loupe de fer semi-pure exploitable, pouvaient fonctionner plus grand et plus chaud, produisant de plus grosses loupes que les marteaux-pilons pouvaient ensuite consolider par des frappes répétées, chassant les impuretés et créant un fer plus solide et plus uniforme. À la fin du Xe siècle, selon les archives historiques, les roues à aubes actionnaient non seulement les marteaux de forge et les soufflets, mais aussi les moulins à huile, les moulins à soie, les broyeurs de canne à sucre, les moulins à tan, les meules à aiguiser à diverses fins, et les machines de broyage de minerais pour les opérations minières. Les historiens parlent d'une révolution industrielle médiévale, s'étendant du Xe au XIVe siècle. Une période où l'énergie hydraulique et éolienne transforma fondamentalement la production dans diverses industries, créant la première économie industrielle, ne dépendant pas principalement du muscle humain et animal. Parmi les technologies médiévales les plus intrigantes figurent celles où des résultats sophistiqués émergeaient de processus que les artisans médiévaux comprenaient de manière pratique, mais pas scientifique. L'acier de Damas illustre ce phénomène, un matériau dont la réputation de qualité exceptionnelle a persisté pendant des siècles, dont les motifs ondulés distinctifs le rendaient instantanément reconnaissable, mais dont les techniques de production sont restées mystérieuses, même pour ceux qui le travaillaient. L'acier connu sous le nom d'acier de Damas était en fait produit à partir de lingots d'acier Woods importés au Proche-Orient depuis le sud de l'Inde entre le IIIe et le XVIIe siècle. Le terme Damas faisait référence à la ville syrienne où une grande partie du forging avait lieu, devenant de fait une marque de fabrique pour les lames de haute qualité. Qu'est-ce qui rendait l'acier de Damas exceptionnel? Mécaniquement, il combinait des propriétés apparemment contradictoires, dureté et flexibilité, la capacité de conserver un tranchant aigu tout en résistant à l'éclatement. L'acier présentait une teneur en carbone ultra élevée, allant de 1,0 à 2,1%, bien plus élevée que les aciers au carbone ordinaire. Le processus de forgeage impliquait des techniques secrètes de cémentation, chauffant le fer forgé avec des matériaux carbonés dans des récipients scellés, créant des alliages fer-carbone avec des structures internes complexes. Lorsque les scientifiques des matériaux modernes ont finalement analysé d'anciennes lames en acier de Damas au début des années 2000, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. L'acier contenait des nanotubes de carbone, des structures tubulaires composées d'atomes de carbone à peine plus grands qu'un demi-nanomètre. Les forgerons médiévaux avaient accidentellement créé la nanotechnologie 1000 ans avant que le terme n'existe. Ces nanotubes, ainsi que la microstructure hiérarchique de l'acier composée de couches alternées ductiles et dures, conféraient aux lames de Damas leurs propriétés mécaniques supérieures. Les motifs ondulés distinctifs visibles sur la surface des lames résultaient de ces structures internes révélées par une attaque à l'acide. La technique finit par ne plus fonctionner, et pendant des siècles, personne ne put reproduire l'authentique acier de Damas. Le secret, s'est-il avéré, ne résidait pas principalement dans les techniques de forgeage, mais dans la composition spécifique du minerai de fer indien, utilisé pour fabriquer l'acier Woods. Des oligoéléments dans ce minerai, en particulier le vanadium et d'autres impuretés, étaient essentiels pour que la microstructure se développe correctement. Lorsque ces sources de minerais particulières furent épuisées, l'acier de Damas ne put plus être fabriqué, quelle que soit la minutie avec laquelle les artisans suivaient les procédures traditionnelles. Ce n'est qu'en 1998 que le métallurgiste G. Day Verhoeven redécouvrit avec succès la composition matérielle correcte, résolvant enfin un mystère qui avait persisté pendant des siècles. Une autre innovation métallurgique médiévale transformatrice fut le haut fourneau, qui révolutionna la production de fer au cours du XIIIe siècle. Les bas fourneaux antérieurs produisèrent du fer en petits lots, nécessitant des processus à forte intensité de main-d'œuvre et donnant un rendement limité. Le haut fourneau, en revanche, fonctionnait en continu pendant des semaines, avec du combustible, charbon de bois ou plus tard coke, du minerai de fer et du fondant, généralement du calcaire, alimenté en continu par le haut, tandis que de l'air chaud était soufflé près du bas par des tuyaux appelés tuyères. Ce fonctionnement continu, combiné à des températures beaucoup plus élevées, atteintes grâce à un tirage d'air forcé, entraîna des augmentations spectaculaires de la production et de l'efficacité.
L'ordre monastique cistercien devint un producteur de fer de premier plan en Champagne, en France, du milieu du XIIIe au XVIIe siècle, exploitant des hauts fourneaux et établissant des communautés monastiques comme centre d'innovation industrielle. En Grande-Bretagne, un seul site de haut fourneau médiéval a été définitivement identifié archéologiquement, à Lascelles, une dépendance de l'abbaye de Rivaux, un autre établissement cistercien. Le haut fourneau représentait plus que de simples bas fourneaux plus grands. Les températures plus élevées et les temps de traitement plus longs permettaient une plus grande réduction du minerai, extrayant plus de fer utilisable de la même quantité de minerai. La nature continue de l'opération. Alimentation des matériaux par le haut, extraction du fer en fusion par le bas, créa un processus industriel fondamentalement différent, préfigurant la fabrication en flux continu qui caractériserait le développement industriel ultérieur. L'augmentation de la production rendit le fer plus disponible et abordable, permettant son utilisation pour les outils agricoles, la quincaillerie de construction et, finalement, à mesure que la production s'étendait davantage, pour les machines industrielles. La révolution médiévale de l'acier, alimentée par les hauts fourneaux et les marteaux-pilons hydrauliques, jeta les bases cruciales de la révolution industrielle ultérieure qui allait transformer le monde. En regardant le paysage de la technologie médiévale, une image cohérente émerge qui défie les stéréotypes dépassés sur les prétendus âges sombres. Loin d'être une période de stagnation technologique, l'ère médiévale, en particulier du Xe au XIVe siècle, a été le théâtre de ce que les historiens reconnaissent de plus en plus comme la révolution industrielle médiévale. Cette transformation a commencé avec la production d'énergie, les moulins à eau et les moulins à vent, exploitant l'énergie renouvelable à une échelle sans précédent, créant la première grande civilisation, ne dépendant pas principalement de la force musculaire humaine. Des milliers de ces moulins parsemaient le paysage européen, leurs engrenages en bois et leurs roues tournantes, animant une économie industrielle entièrement alimentée par l'eau, le vent et le travail animal supplémentaire. C'est une réalisation qui semble remarquablement moderne à une époque de plus en plus axée sur les énergies renouvelables et les technologies durables. Les innovations agricoles de la charrue lourde, du collier d'épaule et du système d'assolement triennal ont doublé les rendements céréaliers entre l'an 1000 et 1300, permettant la croissance démographique, l'urbanisation et le développement des loisirs, le fondement sur lequel tout le reste reposait. Sans une production alimentaire excédentaire, les spécialistes de l'artisanat, de l'érudition et des arts n'auraient pas pu exister. La technologie agricole médiévale a rendu possible les autres réalisations du monde médiéval. La mesure du temps a progressé grâce au mécanisme d'échappement de l'horloge mécanique et au sablier, transformant la relation humaine avec le temps d'une orientation par tâche à une mesure par le temps, permettant la coordination d'activités sociales et économiques de plus en plus complexes. Ce n'étaient pas de simples commodités, mais des outils fondamentaux qui ont restructuré la façon dont les gens vivaient et travaillaient. Les innovations architecturales se sont élevées vers le ciel, littéralement, alors que les voûtes surcroisées d'ogives, les arcs brisés et les arcs-boutants ont permis aux cathédrales gothiques de s'élever plus haut et d'admettre plus de lumière que tous les bâtiments précédents. Les grues à roues qui ont soulevé les pierres pour construire ces espaces sacrés ont démontré une ingénierie pratique qui était restée utile jusqu'au XXe siècle. Le trébuchet à contrepoids a révolutionné la guerre de siège grâce à une application sophistiquée de l'énergie potentielle gravitationnelle, tout en contribuant simultanément au développement de la physique et de la mécanique. La technologie du vitrail a combiné la chimie et l'art, créant la beauté par la maîtrise des matériaux. Les lunettes ont prolongé les années productives des érudits, tandis que la presse à imprimer a démocratisé le savoir, rendant les livres accessibles et permettant la diffusion d'idées qui allaient remodeler la civilisation. Les instruments de navigation, la boussole magnétique et l'astrolabe ont ouvert les océans à l'exploration, rendant possibles les voyages qui allaient connecter des civilisations auparavant isolées et redessiner les cartes du monde. Les mécanismes industriels comme le moulin à foulon, les soufflets hydrauliques et les marteaux-pilons ont mécanisé la production textile et métallique, créant des processus automatisés qui préfiguraient les systèmes d'usine. Même dans la métallurgie sophistiquée, les artisans médiévaux ont créé des matériaux comme l'acier de Damas, dont la science moderne n'a que récemment compris les propriétés, réalisant accidentellement la nanotechnologie des siècles avant que le concept n'existe. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la technologie médiévale
lorsque nous la regardons avec des yeux modernes. La plus frappante est peut-être qu'une ingénierie sophistiquée ne dépend pas nécessairement de sources d'énergie avancées. Les ingénieurs médiévaux ont obtenu des résultats remarquables en utilisant l'ingéniosité mécanique, l'effet de levier, l'eau, le vent et la gravité, travaillant avec la nature plutôt que de la submerger par la force brute. À une époque confrontée au changement climatique et aux défis de la durabilité, cette approche semble remarquablement prémonitoire. L'accent médiéval mis sur les énergies renouvelables, une révolution industrielle alimentée par l'eau et le vent, démontre que les sociétés peuvent réaliser des avancées technologiques substantielles sans combustible fossile. Les solutions à faible technologie, lorsqu'elles sont conçues avec soin, peuvent s'avérer remarquablement efficaces et durables. Les technologies explorées ici révèlent également l'importance de la préservation et de la transmission des connaissances à travers les cultures. Les érudits islamiques ont préservé le savoir grec, l'ont fait progresser avec leurs propres innovations et l'ont transmis à l'Europe médiévale. Les innovations chinoises comme la boussole, les caractères mobiles et la technologie du haut fourneau ont finalement atteint l'Occident par le commerce et les échanges culturels. Aucune civilisation n'innove de manière isolée. Le progrès dépend de la construction sur les connaissances accumulées de diverses sources. Les réalisations de l'Europe médiévale reposaient en partie sur ce fondement de sagesse héritée et empruntée, adaptée et affinée pour les conditions et les besoins locaux. Beaucoup de ces innovations médiévales persistent sous des formes reconnaissables aujourd'hui. Les turbines hydrauliques modernes ont évolué directement des roues à eau médiévales. Les éoliennes qui produisent de l'électricité descendent des moulins à vent médiévaux. Les principes optiques sous-jacents aux lunettes ont rendu possible les télescopes, les microscopes, les appareils photo et toute l'optique moderne. La technologie de l'imprimerie, bien qu'ayant considérablement évolué, emploie toujours les principes établis par Gutenberg. L'avantage mécanique des grues à roues apparaît dans les équipements de construction modernes. Les principes architecturaux gothiques sont encore étudiés et appliqués. L'héritage de la technologie médiévale nous entoure, souvent invisible parce qu'il est devenu si profondément intégré à notre patrimoine technologique. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de 12 technologies médiévales oubliées qui fonctionnaient sans électricité. J'espère que vous avez découvert quelque chose de surprenant sur la sophistication et l'ingéniosité des ingénieurs, artisans et artistes médiévaux qui ont résolu des problèmes complexes avec créativité, savoir pratique et compétences mécaniques. Ces innovations méritent d'être rappelées non seulement comme des curiosités historiques, mais comme la preuve de l'ingéniosité humaine continue à travers les siècles et les cultures. La période médiévale n'était pas un âge de ténèbres, mais plutôt l'aube de l'âge mécanique, lorsque les humains ont appris pour la première fois à exploiter systématiquement les forces naturelles, créant des technologies qui allaient changer le monde. Si vous avez apprécié cette exploration de l'ingéniosité médiévale et souhaitez approfondir les innovations oubliées de l'histoire, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous envisagiez de vous abonner à cette chaîne pour d'autres enquêtes approfondies sur les technologies, les cultures et les idées qui ont façonné notre monde. Quelle technologie médiévale vous a le plus surpris? Quelles autres innovations historiques aimeriez-vous voir explorer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'apprécie toujours d'entendre les spectateurs sur ce qui captive leur imagination. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer, continuez à questionner, et souvenez-vous que la créativité humaine a toujours trouvé des moyens de résoudre les problèmes, quelles que soient les limitations technologiques.